Mon mot de minuit est littérature. Les livres, on ne peut pas vivre sans. En tout cas, moi, je ne peux pas. Mon mot de minuit est amour. Voilà, pas très original, mais je pense qu'on ne peut pas non plus, ou difficilement vivre sans, ou alors qu'on vit beaucoup plus mal. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Le corps fut déposé sur l'un des petits quais de bois de Léopoldville. Le jeune homme était mort depuis 3 jours et de la dépouille drapée émanait une âcre odeur de violette. Au moment de sa mort, sur le vapeur, le roi des Belges, qui le ramenait d'urgence vers la civilisation, Georges-Antoine Klein, ne pesait plus que 37 kg. La dysenterie l'avait littéralement asséché, le corps aurait dû être enterré le jour même de sa mort, il aurait fallu s'en départir au plus vite, quitte à le jeter dans un trou de boue. Mais Klein était le cadet de l'un des actionnaires les plus importants de la société belge du Haut-Congo. En le confiant au second du capitaine, le capitaine étant en train lui aussi de mourir de dysenterie, du bateau qui devait le ramener des chutes Stanley à Léopoldville, son collègue et ami Van der Dorp avait très fortement insisté sur ce point. En cas de décès, il est très important de conserver le corps, vous comprenez, absolument et en dépit de tout. Ce gamin est précieux, mort ou vivant. Des agents le prendront en charge à Léopoldville. Vous recevrez une indemnité, pas de corps, pas d'argent. Bien sûr, le corps s'était mis très vite à gonfler et à empester l'ordure. Le capitaine du bateau avait alors, en promettant une prime conséquente, demandé à ses hommes de lui percer les intestins, puis de l'inciser de haut en bas et de large en haut. Il avait ordonné la cueillette de fruits et de plantes acides dont les sucs et les jus seraient aspergés sur la charogne naissante, noyant ainsi la mort. La décomposition avait pu être endiguée. Le corps, étroitement serré dans la jute, était devenu une viande raffinée, exquise et rare. À peine déchargé du bateau, il fut saisi par 2 bantous, employés de la société belge du Haut-Congo, et déposé dans une charrette attelée à un poney galeux à l'odeur de sucre. En chantant, les 2 hommes le menèrent en direction de l'hôpital européen du docteur Direpont. Voilà, conseil de lecture pour commencer cette émission, comme à l'habitude. Cet extrait de Ténèbres, c'est signé Paul Cavzac. Il est français, il est né à Besançon, c'est son premier roman. C'est publié à La Peuplade, c'est au Québec, c'est une maison canadienne. Donc, je vous le conseille. L'histoire, nous sommes à la fin du 19e et c'est au Congo. C'est au moment où on commence à tracer les frontières parfaitement artificielles, au moment des guerres coloniales et des guerres d'influence entre les colonisateurs que sont les Anglais, les Français et les Belges. Ça s'appelle Ténèbres. C'est des mots de minuit, vous êtes chez vous, en voici le sommaire. Marcus Malt, il fut projectionniste à la Seine-sur-Mer, instrumentiste de jazz, il est auteur de polar. Il se produit en lecture musicale pour Le Beurre dans les épinards. Depuis Le Garçon, prix Femina 2016, en Indiana Jones de la forme, il explore d'autres contrées d'écriture. Ses livres offrent des centaines de pages et rendent accro du récit, de la puissance littéraire, du rapport toujours et évidemment critique de l'époque. Le Garçon, la vie d'un enfant sauvage, résolument taiseux, qui découvre l'autre, la sexualité, la guerre et l'improbable chemin de soi. Même parcours éclaté de personnages dans R, Malte a le sens de l'uppercut, pourriture sociale, ambivalence personnelle, primauté de cordée, ne manque que le crash. Une vieille femme de 76 ans qui dirige un journal satirique, c'est elle, avec son sourire et son regard, qui l'a dit et qui y est. Catherine Sinet, dont la vie chaotique vaut bien celle de Bob, son mari mort en 2016, un autre Indiana Jones, très impolitiquement correct, avec ses unes de merde. Bob disait d'elle, gare, elle griffe, elle mord, elle déchire. D'elle donc, on peut aligner un mari américain, un autre italien, un séjour magazine brésilien, des droits de réponse survitaminés avec Michel Pollack jusqu'en 1987, d'autres choses télévisuelles sur TF1, surtout une évidence maritale et magazine avec Ciné, croisé au coin d'un bar, il y a longtemps. Il sera hebdo,
puis mensuel, ou Madame, mais c'est fini, avec des dizaines de milliers d'exemplaires en kiosque chaque mois. Ni déesse, ni maîtresse, Catherine Sinet. Musique également dans cette émission, avec le deuxième album du jeune Team Up, quand la chanson française conjugue l'électro. Exemple avec Après eux, c'est Démons de minuit, entrez, vous êtes chez vous. Catherine Sinet et Marcus Malt, merci d'être avec nous. Marcus Malt, une œuvre à découvrir, ciné mensuel, un regard tellement aiguisé sur la société à découvrir, on va en parler dans une seconde, et puis de tout ce que vous avez fait par ailleurs. Vous avez fait plein de choses quand même, Oui, Catherine. c'est la vie. J'ai vécu. La vie est pas mal, la vôtre est pas mal. Marcus Malt, je voudrais commencer avec vous parce que vous êtes pluriel. Et je voudrais simplement prendre une phrase de l'écrivain que vous êtes dans Garden of Love. C'est aujourd'hui publié en folio policier. Ça vous a valu le prix, le prix L. Voilà. Et je lis simplement ceci pour vous poser ma première question. On est là dans un roman policier. En ce qui me concerne, il me semble que j'ai déjà assez de mal à être moi-même. Voilà le genre d'idée commune et préconçue qui nous brise les ailes. Être soi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Strictement rien. Qui est je? C'est un leurre, c'est un parmi tant d'autres. Vous ne m'avez pas bien écouté, monsieur Astrid. Monsieur Astrid, c'est le commissaire. Nous sommes plusieurs, nous sommes une multitude. Ouvrez la cage et vous verrez combien ils sont à s'envoler. Et votre cage, Marcus Malt, j'ai envie de l'ouvrir parce que on vous sait une réputation d'auteur de polar, d'auteur pour enfants, d'auteur de nouvelles, et dernièrement, d'auteur à la temporalité importante, puisque vos deux derniers livres sont ici, publiés chez Zulma. Donc il y a eu le prix Femina, c'était Le Garçon, et aujourd'hui, votre nouveau livre, c'est Air. Donc je me disais, qui êtes-vous comme auteur pour essayer des registres aussi différents que cela, que le hard-boil, que la nouvelle, et là nous sommes dans des récits beaucoup plus classiques, ce qu'on appellerait une littérature blanche contre une littérature noire. En fait, le passage que vous avez lu là, fait référence aux multiples facettes de la personnalité d'un personnage. Et je pense, moi, vraiment qu'on est... que c'est commun à nous tous. Nous avons tous des tas de facettes en nous. Et certaines de ces facettes vont se découvrir en fonction de la vie qu'on va avoir, en fonction des événements, de ce qui va se dérouler dans notre vie. Contrairement à Catherine Sinet, moi, j'ai pas l'impression d'avoir une vie extraordinaire ou très remplie, ou de ne pas avoir fait grand-chose dans ma vie. Sauf écrire. Voilà, sauf écrire peut-être, effectivement. Et c'est donc surtout à travers tous les personnages que j'ai pu inventer, mettre en scène et essayer de comprendre aussi, finalement, parce que je ne les connais pas forcément dès le départ, que tous les aspects de ma personnalité ou autres vont apparaître. Donc effectivement, il y a une variété de sentiments, de facettes en moi et qui vont être mises en valeur par certains traits chez certains personnages, certains sentiments, etc. Je me sers un petit peu de ces personnages pour essayer de comprendre les hommes et de comprendre la vie, et j'ai beaucoup de mal toujours. Est-ce que vous êtes proche de Loulipo? Non. Je dis ça parce que dans ce livre, air comme air d'autoroute, par exemple, vous vous donnez un certain nombre de contraintes qui sont assez étonnantes. J'en cite quelques-unes. Donc, on va voir dans ce livre qui a pour sous-titre La vie des gens avant le jour d'après. On va voir un certain nombre de gens sur la route, dans des voitures différentes. En fonction des chapitres, le kilométrage change. Il y a en insère dans votre livre des choses aussi différentes que le prix des maisons les plus chères dans le monde, que de la publicité pour le cochon, etc., etc. Donc je me dis, est-ce que vous êtes parti dans ce livre avec cette idée
de construction, d'enchevêtrement là? Entre autres, oui, c'est toujours difficile, enfin plus ou moins difficile de savoir ce qui motive le début d'un roman, le début de l'écriture. Effectivement, je fonctionne souvent en opposition au roman précédent. Donc le roman précédent, c'était une histoire linéaire, avec un Roman seul personnage, d'apprentissage, un seul personnage. principal qui se déroulait au début du XXe siècle, donc quasi historique. J'avais envie d'éclater ça et de faire donc quelque chose où il y a plein de personnages principaux qui se passent à une époque moderne, un retour un peu à notre époque, à notre société. Et avec, dans l'écriture, effectivement, je voulais utiliser tout ce qui me semble finalement correspondre à notre époque, c'est-à-dire il y a tellement de choses qui nous agressent, j'allais dire, mais oui, un petit peu, mais qui nous passent devant les yeux, entre les oreilles, etc. On est abreuvé sans arrêt de tas d'informations, de tas d'images, de tas de sons. Et j'avais envie que cet aspect-là ressorte dans la forme. Donc ça ressort évidemment dans la forme, puisqu'ici, par exemple, on a de la publicité pour le cochon qui date un peu, hein. Oui, ça date de 1927, si je me souviens bien. C'est en rapport avec un des personnages qui, déjà à l'époque, se servait de la publicité dans les journaux, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de références publicitaires aussi, puisque la publicité fait totalement partie de notre vie aussi. Donc je me suis un petit peu amusé aussi avec ça, avec les slogans qui... Alors, on a aussi, en intercalaire dans ce livre, on a aussi les cahiers d'un romancier qui écrit peu Ouais. et qui va ailleurs. Sur le panneau de l'autoroute, c'est écrit ailleurs. On a le compte-rendu d'une réunion à l'OIT, Organisation internationale du travail, la 99e session, me semble-t-il. Donc voilà, il y a ce mélange-là. Et à côté de ça, il y a une dizaine d'histoires qui vont aboutir au même endroit, qu'on ne révèle pas forcément. Et puis, il y a aussi, et dernier aspect de votre livre, pluriel, il y a ce prologue où vous écrivez bizarrement, quand je vous lis, car ce sont eux, par-delà les 1000 et les 100, qui nous en ont privés, cause et infecte. Cette glacière où nous évoluons, c'est à eux que nous la devons. L'ersatz que nous respirons, le proxygène qui brise nos poumons, à eux, par leur insouciance meurtrière, ils nous ont contraints à demeurer sans fin sous une cloche étanche. Jingle bell, n'était-ce pas plutôt cela qu'ils chantaient les scélérats? Et nous voici, quel foutrait dans notre sépulcre inno-neutral et immune bullshit, réduits à contempler au-dessus de nos crânes les nus saturés de polluènes humanicides, lésés, stoliers, le ciel et les astres à portée de main, mais hors d'atteinte. Comment ont-ils pu nous faire ça? Rassurez-vous, le reste du roman est beaucoup plus Oui, narratif. en fait, à l'oral, c'est plus compliqué. Ouais. Il faut voir les mots parce que c'est plus... c'est un jeu avec les mots, effectivement. C'est dans le prologue. Et le prologue, effectivement, c'est un peu la voix du futur. C'est un personnage qu'on ne connaît pas. On ne sait pas quand ça se passe non plus. Mais qui, d'une certaine manière, va présenter l'histoire qui va se dérouler ensuite et qui est en réalité une reconstitution de ce qu'était la vie des ancêtres, donc en fait notre vie à nous, voilà, tout simplement. Et pour revenir juste à l'Oulipo, un des romans par exemple auquel j'ai beaucoup pensé en écrivant ce bouquin, c'était le roman de Pérec, La vie, mode d'emploi, parce que j'avais moi aussi très envie d'utiliser ce système d'histoire emboîtée dans les autres histoires, etc. Il y en a aussi quelques-unes là. Mais par contre, ce n'est pas des contraintes aussi poussées, aussi mathématiques, j'allais dire, qu'utilisaient les membres de l'Oulipo, quoi. Il y a ce côté un petit peu mathématique qui me dérange dans les contraintes oulipiennes. Alors, la question de la littérature, toujours affleurante chez vous, mais avant d'en parler, je voudrais vous proposer un extrait d'une émission que nous avons enregistrée en février 2003, une des premières émissions des Mots de Minuit, et il y avait dans cette émission Pierre Michon et Jean Echenoz. Écoutez. Le fait, comment dire, que je me
contraigne, non, que j'essaye de ne pas trop écrire et que je joue de ma rétention, si on peut dire, peut-être que ça fait que lorsque je me mets au travail, les textes sont plus forts qu'ils ne seraient si j'écrivais tous les jours, je ne sais pas. C'est un fonctionnement personnel, ce n'est pas... Dans votre façon de travailler, il y a la volonté de ne pas raturer. Pas trop. Pas trop. De ne pas trop raturer. Ce qui veut dire que vous ne pouvez écrire ou votre main ne peut relayer ce que vous avez en vous que quand vous êtes, alors je disais tout à l'heure parfaitement prêt, mais je dirais plutôt quand vous êtes justement prêt. Quand je me crois tel, quand il me semble que je suis prêt. C'est-à-dire peut-être quand j'ai réussi à me monter une sorte de cinéma mégalomane ou hystérique et que je me dis, bon, et bien je suis l'écrivain. On vous voit là ce soir mégalomane et hystérique. Non, mais quand j'écris, si. C'est difficile à obtenir, enfin, quand on est presque normal. Il est difficile d'obtenir de soi que tout à coup on se dise, voilà, je suis libre, je peux faire ce que je veux, et ce que je vais faire va être beau, tout à coup. Voilà ce que je me dis. C'est énormément gonflé. Enfin, je ne peux pas le dire, je ne peux pas me le dire tous les jours. C'est de la toute-puissance ? Il y a quelque chose comme ça. Marcus Malt, comment est-ce que vous entendez Pierre Michon et qu'est-ce qu'il vous dit de ce qui peut être votre propre pratique ? Je ne vais pas me comparer à Pierre Michon, qui est certainement, à mes yeux, un des plus grands écrivains français vivants. Je le cite d'ailleurs un tout petit, très rapidement dans le bouquin. Oui, absolument. C'est Frédéric Gruson qui est chauffeur voilà. de camion et qui a pris un autostoppeur. Et il y a cette discussion étonnante. Oui, moi aussi je le déplore, mais c'est ainsi. La France a produit Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Hugo, Flaubert, Céline, que des morts. Vous pouvez me citer des auteurs vivants de cette envergure ? C'est bien ce que je dis, et de toute façon on s'en fout, puisque l'auteur français le plus vendu dans le monde, c'est Marc Lévy. Pas lu, moi non plus, mais nous sommes les derniers, je le crains. Notre monde est ainsi fait que la majorité des gens préfèrent lire Marc Lévy qu'Arthur Rimbaud, que la moindre vidéo postée par un youtubeur sera toujours plus commentée que le dernier bouquin de Pierre Michon. Voilà comment vous le citez. Oui, voilà, je pense que c'est vrai. Et ce que je retiens, c'est qu'il parle effectivement de quelque chose que je peux ressentir aussi, qui est la vanité de l'écrivain, la présomption, c'est-à-dire c'est le fait même d'écrire et d'oser quelque part se dire ce que j'écris est bon, mérite d'être publié, mérite d'être lu, c'est très 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 présomptueux. Donc au départ, il faut l'assumer ça. Au départ, au tout début, quand j'ai commencé à essayer de publier mes premiers romans, j'étais jeune, donc il y avait de la présomption déjà, mais il y avait surtout de l'insouciance en fait, que je n'ai plus maintenant. Et malheureusement, on la perd avec le temps et avec l'âge, et donc c'est bien parce que ça nous oblige à avoir finalement, enfin en tout cas moi, ça m'oblige à avoir une exigence de plus en plus forte vis-à-vis de ce que j'écris, parce que je me pose de plus en plus de questions sur la légitimité finalement même de fait d'écrire et de proposer des bouquins. Et chaque fois que je rentre dans une librairie ou dans une bibliothèque, à la fois je suis émerveillé, mais en même temps je suis écœuré. Il y a tellement de bouquins. Pourquoi je vais rajouter le mien à toute cette... L'un de vos personnages dit ceci: ou comme un enfant, dit l'homme, un enfant qui rit, un enfant qui marche dans les flaques pour éclabousser, un enfant qui saute sur un trampoline ou qui tape dans un ballon, un enfant qui joue, qui s'amuse, jouer, s'amuser et rien d'autre. Cette insouciance, cette légèreté, elles nous ont été données à tous au départ. Cela s'appelle l'enfance et cela dure plus ou moins longtemps selon l'histoire de chacun, selon les conditions d'attribution et de développement. Cette espèce de rapport à l'innocence. Tout à fait. Et on la perd finalement. Catherine, comment vous entendez cette moi, espèce de lucidité Oh, je suis triste pour lui. Que ce soit plus dur, de plus en plus dur. Je trouve qu'il faut la prendre de plus en plus comme elle vient, la vie. Donc mais par contre, ce qui m'a beaucoup amusé dans votre prologue, dans les mots que vous citiez, je me suis dit que Cavana, ça, il aurait adoré discuter avec vous sur ces mots, parce que c'était vraiment son dada, ce genre de mots. Mais sinon, oui, je comprends qu'on soit plus en vieillissant, qu'il faille plus réfléchir et tout.
Mais C'est bon. pas qu'il faut, c'est que c'est Ouais, comme vous ça. le quoi. sentez, oui, voilà, Je- vous le je- sentez. je- Bon, mais voilà, vous êtes effectivement. fait comme ça. Et... Mais un C'est- des mais autres je- personnages dans une autre voiture, Mais avec vous pas, m'avez donné envie de lire, par contre. pas le même kilométrage. Ce qui nous manque, c'est l'insouciance, c'est la légèreté. Ce qui nous manque, c'est la joie. Exactement. Et ils Ouais, sont ouais. un peu tous désespérés. Et c'est récurrent dans vos livres, y compris dans le polar, mais peut-être que dans le polar c'est plus évident, beaucoup de politique, enfin beaucoup de mentions politiques. Il y a une discussion très gilet jaune avec ces militants communistes, hommes et femmes, qui sont d'ailleurs les parents de Gruson, le camionneur que j'évoquais il y a une seconde, me semble-t-il. Hein. Donc, et là aussi, même chose. Lui, ça n'arrange que les patrons. Elle, ah oui, et qui d'autre? Lui, toi, elle, moi. Lui, toi, moi, nous. Tous ceux qui achètent des produits qui sortent de ces usines délocalisées. Regarde dans quoi on roule, une Dacia. Pourquoi tu as choisi cette marque? Elle, je n'ai pas choisi cette marque, on l'a choisi tous les deux. Lui, d'accord, et pourquoi celle-ci? Parce que c'était moins cher. Et pourquoi c'est moins cher? Parce que c'est fabriqué en Roumanie, 350 € par mois. C'est le salaire moyen d'un ouvrier romain. Il n'y a pas de secret, Maryse. C'est comme ça que ça marche. Donc là, il y a beaucoup de politique hein, quand même. Oui, beaucoup, je sais pas, Enfin, mais beaucoup de regards critiques sur la société telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. oui, en tout cas à travers les personnages, parce que justement, contrairement à certains collègues auteurs de polar qui partent, disons, qui vont écrire une histoire pour dénoncer tel ou tel aspect, moi c'est pas pour ça. Moi j'écris d'abord l'histoire, je développe les personnages. Et au milieu du roman, s'il me semble intéressant d'aborder tel ou tel aspect de la société qui mérite discussion, je le fais. Mais ce n'est pas mon objectif à la base. C'est pas le but du jeu, c'est pas le C'est message. pas voilà, je ne veux pas écrire de message. Vous êtes un formidable raconteur d'histoire. Alors celui-là qui est un enchevêtrement d'histoire, Marcus Malther, mais alors Le Garçon, écrit 2016, hein, prix Femina 2016. Comment il avait dit ça? C'est Mona Ozouf qui avait dit aérolite, c'est ça? Une espèce d'ovni. Un enfin, aérolite dans nos plates-bandes littéraires, je crois. Oui, c'est ça. Donc effectivement. D'abord, livre épais, et puis des pages sur un garçon, c'est le garçon n'a pas de nom, il n'a pas de prénom, et il n'a pas de parole. Et donc, il va vivre les 40 ans de sa vie sans nom, sans prénom, sans parole, et pourtant c'est un roman d'initiation exceptionnel. Et dans ce roman d'initiation, et c'est en ce sens que je dis que vous êtes un formidable raconteur d'histoire, c'est qu'il y a quelques pages sur la guerre, et j'ai rarement lu des pages aussi denses sur la guerre. Ceci par exemple. Emertens le Belge, vierge et obsédé, c'est un obus de 77 qui lui prendra son pucelage dans les parages de Swip. Et Novak le Tchèque, et Babik le Gitan, et Koditi le Sarde, Clairon, qui leur joue du Schumann le soir au fond de la Cagna, in der Fremde, loin de chez soi, à vous raboter l'âme, tous ces tendres soudards qui reniflent discrètement en l'écoutant, les yeux mouillés, ce qu'on peut faire avec du cœur et 3 pistons. Koditi le Clairon qui passera 2 jours et 2 nuits à gémir, ventre ouvert, accroché à des chevaux de frise entre les 2 camps, avant qu'un de ses compagnons ne trouve le courage de pointer son lebel dans sa direction, pour achever son calvaire, un goût de cuivre entre les dents, et Pereira le portugais, et Ross le canadien, et Wayne le cow-boy de l'Arizona, et Van de la Hert le hollandais, volant dans les terres saturées de cordite et retombant déchiquetés sur les terres de Givenchy, et Blumfeld mort, et Fernandez mort, et Karadzian mort, et Osberg mort, et Panossian mort, et Rakovic, et Simonian, et Sijas, et Bereki mort, 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 mort. On dit tuer à l'ennemi, et lui, le garçon. Et puis là, dans la manière d'écrire, hein, on aligne les morts, et puis après on met 3 mots, et mort, mort, mort. Là, il y a toute la finesse de votre écriture. Ben, j'espère, hein, mais vous voyez, vous lisiez ça, alors c'est idiot, mais j'étais ému. J'étais ému parce que je repensais justement à ces hommes, à tous ces gars, ces soldats qui sont allés se battre. Alors là, en l'occurrence, en plus, c'est des régiments étrangers, donc on a vu que c'est que des étrangers qui se sont portés volontaires pour défendre
ce qu'on appelait les valeurs de la France contre la barbarie allemande. Et je crois que c'est ça qui me pousse à écrire, c'est que il faut que je ressente, il faut que je me mette à la place d'une certaine manière, que j'ai une empathie pour tous les personnages, même ceux-là, ils font que passer, hein. Il y a 2 mots sur le truc, mais moi je les vois, que je les imagine, et je trouve ça terrible, quoi. Cette guerre, voilà, on peut dire tout ce qu'on veut, mais la guerre finalement, au bout, c'est juste des morts et de la souffrance. On peut prendre les choses de toutes les façons, ça reste ça. Et on a parfois tendance à l'oublier, on parle de géopolitique, de machin, de ci, non. La guerre, c'est des types qui sont là, qui ont 20 ans, c'est-à-dire l'âge de mes gamins, quoi. J'essaie d'imaginer mes gamins partir comme ça, se faire trucider dans les tranchées. Parce que pour ce bouquin, j'ai beaucoup lu de textes, de documentaires sur et c'était quelque chose de vraiment effroyable, cette guerre et rien d'en parler, ça me touche. Mais voilà, c'est ça que je fais ressentir. Quand j'écris des passages comme ça, quand j'écris sur la guerre, j'ai l'ambition que le lecteur, par la manière d'écrire, souvent c'est par la manière d'écrire plus que par ce qu'on écrit finalement. Je me suis rendu compte de ça, je suis un peu persuadé de ça. C'est dans le choix des mots et dans le choix de l'agencement des mots que ça va faire vibrer ou pas quelque chose dans le cœur du lecteur. Parce que vous réussissez aussi, alors là vous réussissez sur la guerre, des pages superbes, vous réussissez sur l'amour qui va réunir le garçon, l'amour passionnel, ce moment où le garçon accède à une forme de culture, puisque c'est un être de nature, hein, et il va grandir de cette manière-là, on rencontrera Emma. Et il y a 2 moments où il y en a un qui est amusant et l'autre qui, encore une fois, souligne votre qualité d'écriture. C'est cette passion qui va les dévorer, cette sexualité qu'ils vont explorer jusqu'à l'extrême bout, sans mauvais jeu de mots, hein, jusqu'à Sade, évidemment. Et puis ceci, dans cette manière que vous avez parlé de la relation amoureuse, c'est que leur univers est en expansion. Et avec lui, ils grandissent, ils évoluent, ils changent. Dans l'immense marmite qui bout, dans la recette mystérieuse, dans la nébuleuse potion qui conduit à la transe, ils jettent de nouveaux ingrédients. Avec le temps, leur candeur s'évapore, se sublime, le goût s'aiguise, l'imagination se décante. Aux douceurs sucrées du début succède le feu des épices. Ils saupoudrent, ils varient, alternant les bons vieux plats populaires et rustiques, ceux qui bourrent, ceux qui calent, avec les raffinements d'une cuisine de gourmet. Tradition et gastronomie. La carte s'étoffe, et pour clore la métaphore culinaire, disons qu'ils sont capables au bout de quelques mois de proposer aux estomacs les plus solides, comme aux papilles les plus exigeantes, un menu complet, de la mise en bouche au pouce-café, en passant par les entremets et le trou normand. Ah, le trou normand. Waouh! Et puis... Oui, je m'amuse, quoi. J'essaye de m'amuser. Ah ben, vous amusez votre lecteur. Enfin, j'espère, oui. C'est du régal. Et puis, évidemment, on tombe sur les textes de Sade aussi. Mais sur ceci, et je vais vous poser la question, Catherine, après, ce sera un quiz. Aimons, foutons, ce sont plaisirs qu'il ne faut pas que l'on sépare. La jouissance et les désirs sont ce que l'âme a de plus rare. D'un vie, d'un con et de 2 cœurs naît un accord plein de douceur que les dévots blâment sans cause. Amaryllis, pensez-y bien, aimer sans foutre est peu de choses. Foutre sans aimer, ce n'est rien. Alors, ils sont dans leur recherche, hein, tous les deux, le garçon et Emma, et ils vont chez les vendeurs sous le manteau de textes un peu érotiques et interdits comme cela. C'est Jean de La Fontaine. Ouais. Oh! Et voilà, ils s'amusent avec ça. Et, bon, voilà. Vous méritiez le féminin. Hein. Bien sûr. Bon. Est-ce qu'on vit de sa plume? On survit, plus ou moins. Il y a des années où ça va à peu près, et il y a beaucoup d'autres années où c'est plus compliqué. Donc, je ne me plains pas, parce que je pense que je fais quand même partie des moins à plaindre dans la profession, mais pour beaucoup d'auteurs, c'est très très dur. Regardez, ça vous concerne, on est le 15 avril 2016 et on est à la médiathèque d'hier. De grossières nuées de vapeur lui sortaient par la bouche, air vicié, condensé de peur. Une sueur malsaine suintait le long de ses tempes,
dans son dos, sous ses aisselles. Ses mains étaient moites et glacées. Là-dessus, la lune d'hiver diffusait sa lueur blême par les carreaux cassés d'une verrière. Juste assez pour les voir surgir de l'ombre. Ça, c'est pour le beurre dans les épinards. Pas que, ça aide un peu, mais au départ, c'est l'envie de partager justement. Voilà, quand on écrit, on est tout seul dans sa chambre ou dans son bureau, et pas de public, et on n'a pas de rapport direct avec les lecteurs. Donc, moi, j'ai fait un peu de musique quand j'étais plus jeune. Vous avez eu un groupe de rock. Ouais, oui. Enfin, vous avez bricolé un groupe Voilà, de rock. bricolé, effectivement, et c'est vrai que c'était très plaisant. Et c'est vrai que j'avais envie de retrouver aussi un petit peu ce contact avec le public. Voilà, moi je crois toujours que je peux devenir une star du rock, hein, donc je me suis dit, on ne sait jamais. On sait jamais. Donc voilà, j'ai lancé ces lectures musicales avec en plus, j'ai eu la chance de connaître et de jouer, de pouvoir faire ça avec de magnifiques musiciens. Là, en l'occurrence, le guitariste, c'est Émile Mélenchon, mais je faisais aussi avec... Vous votez Mélenchon, en fait. Ça n'avait pas de rapport, mais bon, ça tombait pas plus mal. Je préfère ça qu'Émile Le Pen, par exemple, mais bon. Voilà, et donc et cette année, depuis l'année dernière, j'ai réitéré l'opération, et comme je suis de plus en plus mégalo, cette fois, je le fais seul. Je suis seul sur scène, voilà. J'ai une dernière question avant de vous demander si vous avez un objet avec vous, mais vous avez parlé de vos enfants tout à l'heure. Comment est-ce que vous habitez à la Seine-sur-Mer? Quel monde vous leur promettez ou quel avertissement leur donnez-vous par rapport à ce monde-là? Oula, je leur promets rien, déjà. Non, c'est difficile. C'est bien ce qui est inquiétant quand on est parent, c'est qu'on n'a pas forcément une vision à long terme ou à moyen terme. On ne sait pas comment le monde va tourner, on ne sait pas si nos enfants dans ce monde-là vont s'en sortir. Ce qui est un peu idiot, parce qu'en même temps, il faut leur faire confiance. Donc on est pris entre les deux, quoi. Est-ce que j'essaie de leur imposer une ligne vraiment, ou est-ce que je les laisse faire un peu? Moi, mes parents m'ont laissé faire. Donc je me dis, j'ai plutôt tendance à les laisser faire et à espérer que d'ici à ce qu'ils aient mon âge, le monde existera toujours. Est-ce que vous avez un objet avec vous? Oui, j'ai un objet dans ma poche. C'est le moment de le sortir, c'est ça? Oui, sortez-le. Alors c'est pas du tout un livre ou un disque comme ça, c'est une petite tortue. Montrez-la moi. Ah, pardon. Alors une petite tortue. Voilà, une petite babiole. Je pourrais même pas vous dire en quoi elle est, en quelle matière. Ouais. C'est assez lourd. Pourquoi une tortue? Ça fait une référence déjà au bouquin, parce qu'il y a une tortue dans le livre, et parce que tout va trop vite. Tout va trop vite en règle générale, et donc je voudrais de temps en temps qu'on freine un peu. Moi, je me sens souvent dépassé par la vitesse, même si je la recherche aussi parfois, parce qu'on perd l'habitude d'attendre, l'habitude de patienter, etc. Donc voilà, je voudrais que cette société, dans notre manière de vivre, que de temps en temps, on prenne le temps, justement. Illustration de la tortue, je regardais le nombre de pages de vos livres, c'est 400, c'est combien là? Alors, on va trouver. Hein. Dans les 500, quoi. 534, et moi je dis toujours, allez-y, mais sans aucune, toutes affaires cessantes. Et là, pour le coup, avec Marcus Malt, vous avez une formidable occasion de lutter contre l'immédiateté contemporaine. Et vous allez y trouver
beaucoup de plaisir. Catherine, qu'avez-vous entendu de votre voisin? Ben, j'ai entendu que d'abord, moi j'ai une admiration folle pour les écrivains. Donc voilà, c'est vraiment ma passion, les livres. Et puis j'ai entendu, j'ai entendu ce que vous avez lu, parce qu'un écrivain, on le lit. Et ça m'a donné vraiment envie d'aller tout de suite me précipiter à la librairie et les acheter et puis le lire. C'est une bonne idée. Et sinon, pour le reste, il y a pas mal de points d'accord quoi, sur ralentir, accélérer, enfin tout ça. Bien entendu, on est tous d'accord en ce moment. On continue cette conversation dans une seconde. Je vous propose de faire une pause musicale avec Team Dup. C'est un deuxième album, jeune musicien prometteur. Team Dup, ça fait 2 fois que je le dis, je suis content de réussir à le dire de cette manière-là. Inscrit ces textes délicats, j'ai noté, dans des nappes électro de plus en plus présentes dans la chanson française. Un exemple avec Après eux. Dans la chaleur moite de juillet, sur un vieux scooter débridé par la vitesse, les larmes tirées tombent sur leurs jambes dénudées. Ils reverrent le lac assuré que rien ne puisse leur arriver. Trop jeune et déjà cabossé d'une vie en ronces et de fleurs fanées. Au-dessus de l'usine, le ciel est dégagé. Dans l'eau vert bouteille se reflète l'été. Étendus dans l'herbe, ils ne font que fumer. Perdus dans leurs rêves, libres d'être oubliés. Percé par le souffle du sirocco, on sourdine un morceau de techno. Le soleil au zénith qui brûle la peau, rafraîchi de désir, si loin des idéaux. Ils se mordent les lèvres et se dévorent, ôtent leur jean cul nu sous les rayons d'or. Leurs mains se cherchent et se trouvent encore, pour languir le plaisir qui finit par éclore. Parce que la nuit poussière d'étoiles, les ombres tombent sur ton, l'obscurité déposera sur les couleurs un voile. Il se fabrique des souvenirs avant que tout ne s'estompe, que l'on oublie les voix et les feux de Bengale. Catherine Ciné, bien sûr ciné mensuel, mais avant ce mensuel qui coûte aujourd'hui 6,50 €, Bah oui, il va coûter moins cher, mais qui ne dépend de rien ni de personne, à part de vous et de Absolument. votre équipe. absolument. Il y a eu beaucoup de choses. Mm. Et il y a une chose sur laquelle je voulais m'arrêter. Qui vous fait rire en tout cas. Oui, enfin, c'est pas drôle. On a parlé de la guerre tout à l'heure. Ouais. Donc vous êtes née bourgeoise, d'un père grand bourgeois, 16e arrondissement, d'une mère juive. Et en 1942, je lisais dans votre biographie qu'en 1942, votre landau ou votre berceau, il y a eu un bombardement, s'arrête au bord du précipice. Voilà, bah oui, il y a une bombe qui est tombée dans le petit appartement. J'étais enfin, je m'en souviens plus, hein, bien sûr. Non, mais on vous l'a raconté. Oui, il y a une bombe qui est tombée. Voilà, je suis resté à ciel ouvert. Et d'ailleurs, ça a continué parce que pour me mettre un peu à l'abri, ils m'ont envoyé à Orléans quand j'avais
à la fin de la guerre, là, dans les bombardements, chez des paysans à côté, et j'ai vu le bombardement d'Orléans. Et moi, à cet âge-là, et ça, je m'en souviens, j'ai trouvé que c'était formidable comme feu d'artifice. Hein, parce que... Donc c'était assez étrange, oui. Donc je me souviens pas du Landau, évidemment, mais je me souviens d'Orléans en feu. S'il fallait situer votre parcours, quelles sont pour vous les dates emblématiques? C'est évidemment la chose la plus importante de ma vie, c'est ma vie privée, donc la naissance de mes enfants. Mais enfin bon, ça, je pense que c'est pas Stéphane très Mercurio, documentariste, ouais, avec puis, un mari italien. Moi, c'est moi qui ai fait oui, Stéphane avec un Italien. Avec un Italien. Pas un mari, mais un Italien. Enfin, avec un amant italien. Voilà, exactement. Et donc, puis ensuite, on a adopté Sogwan, qui venait de Corée. Et puis, j'ai deux petits-enfants, Tania et Marco. Voilà, bon, ça, c'est le cœur de la chose. Mais une fois qu'on a dit ça, ce qui m'a étonné, mais beaucoup plus tard, c'est le non-dit, évidemment, de tout ce qui s'était passé pendant la guerre. Parce qu'entre une mère juive, un père... Enfin, je sais pas quoi d'ailleurs. Et on ne parlait de rien. Bon, on ne parlait de rien, voilà. Et en fait, c'est moi qui ai dû faire la démarche de découvrir ce qui s'était passé. Ça, c'est pour la vie privée. Et puis pour la vie publique, alors ce qui m'a fait... j'en suis pas encore revenu, c'était en fin 65, fin 66, je ne sais plus, j'habitais au début 60... Non, qu'est-ce que je raconte? C'était en 63, pardon. C'était en Italie où j'habitais. Et il y a une femme française qui vient voir et qui me dit, écoutez, voilà, j'ai envie de faire un journal pour les jeunes filles et je voudrais vous le confier. Je dis, ben, j'y connais rien, vous voulez me faire un journal, c'est gentil, mais ça m'est égal, j'ai confiance en vous, j'ai entendu parler de vous, vous allez faire un journal. Ah bon, d'accord. Et donc, on a lancé un journal qui s'appelle, enfin j'ai lancé un journal en Italie qui a marché du feu de Dieu. C'était pour les jeunes filles. C'était une époque où on était un peu coincés. Ragazza Pop. Ragazza Pop, exactement. Et donc, il y avait plein de choses à dire, mais il fallait les dire d'une manière, enfin, que ça choque pas trop. En Italie, surtout, hein, il y avait l'église, on n'avait pas le droit de divorcer, etc. Il n'y avait pas, c'est pas mon objet, mais il n'y avait pas encore ça. Ça, c'est une pilule. C'est la pilule. C'est la pilule, enfin, la pilule. C'est genre une pilule. Voilà. Et bon, il n'y avait pas tout ça, donc si vous voulez, on s'est voilà, ça a été... et puis ça a duré, voilà, ça a duré un petit moment. Ensuite, j'ai rencontré Bob Siné. 66, Festival de Cannes. En 66, et puis, comme il y avait un peu de frottement, les vies étaient compliquées, moi j'avais ma fille, etc., je suis parti au Brésil, où j'ai dirigé le pôle féminin d'un gros groupe de presse, donc j'avais 5 journaux. Et puis c'était en mai 68, et Siné il est arrivé en me disant allez, tu reviens à Paris, hein, moi je ne peux pas vivre sans toi. Moi en fait je ne pouvais pas vivre sans lui non plus, donc je suis rentré à Paris. Et puis après. L'aventure de Siné. Voilà. Non, puis avant il y a eu quand même toute la période télévision, quoi. Donc j'ai fait. Par rapport à ce que vous disiez sur la période télévision, il y a eu cette alors je crois que c'était Le Pen qui avait traité Pollack de hyène, et il me semble, parce que je l'ai vu, il me semble qu'à l'époque, ou la semaine d'après, vous aviez mis ou un dessin d'hyène ou une hyène empaillée. C'est ça, oui. Et vous aviez diffusé Nuit et brouillard. Voilà. On a, ouais, on a déprogrammé ce qui est l'émission prévue, on a dit c'est comme ça, on a donc mis cette truc empaillé là, et on a annoncé. Nuit et brouillard était interdit à la télévision à l'époque, elle n'était jamais passée, et donc on a passé Nuit et brouillard sans prévenir personne. Alors qu'à l'époque, vous étiez rédactrice en chef d'une émission emblématique qui était dirigée par Michel Pollack, qui était une hebdomadaire Foire d'Empoigne. C'est sa réputation, enfin je ne sais pas, vous la voyez comme ça peut-être. Moi j'y vois autre chose. Mais oui, bon, alors non, mais quand je dis Foire d'Empoigne, visuellement ça pouvait apparaître comme une foire d'empoigne. C'était quand même une belle manière de critiquer la société telle qu'elle fonctionnait. Je vous propose, alors c'est les années 80,
On s'y chamaillait beaucoup. Vous en étiez rédactrice en chef. Et je vous propose un extrait. Alors, on va voir on a lequel. choisi un extrait de janvier 82. Donc, il y a la bande de Charlie Hebdo, dont Ciné, qui est venu expliquer les difficultés du journal. Et comme invité, il y a également Serge Gainsbourg, qui avait enregistré une Marseillaise version reggae. Et évidemment, on imagine que le reggae et les militaires, à l'époque et encore aujourd'hui, ça ne faisait pas bon ménage. Extrait. Serge Gainsbourg. Tragique, en ce sens que Minute a dit que je me suis dégonflé à Strasbourg, ce qui est absolument de la délation, car j'ai mis les paras ou pas. Voilà, j'avais le bras comme ça, et monsieur Jean-François Kahn qui est là, on a la preuve télégénique. Donc vous êtes vraiment des enfoirés. Et c'est vous qui devriez crever. Absolument. Merde. 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 Restez. Bon. Ça c'est l'humour noir. Bon. Allez, nous allons passer un peu de musique. Nous allons passer un peu de musique avec les Stars sous terre. Oui, on sortait de l'ORTF. Hein. Alors évidemment, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps intégralement et franchement, je me suis dit, mon Dieu, maintenant ça ne ferait plus autant de bruit, quoi. Ouais. Mais voilà. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a plus une seule émission à la télévision en direct, quasiment. Et ça, voilà, on est en censure, autocensure, on peut l'appeler comme on veut. Mais en tout cas, ça ne pourrait plus exister, ces gros mots à la télévision. Ça a duré de 81 à 87. Hein. Exactement. 81 87. Ouais. Quel est le meilleur souvenir que vous en gardez, vous? Moi, le meilleur souvenir, c'est d'avoir travaillé avec Michel, qui était d'une culture immense et qui travaillait beaucoup. Donc c'était quelqu'un qui était solide et je lui faisais entièrement confiance à l'antenne parce que je savais qu'il pouvait tout maîtriser, quoi. Et puis la liberté, parce qu'effectivement, on sortait d'une époque tellement coincée que je veux dire, quand on faisait une émission sur les notaires, tout le monde était bouleversé, quoi. Parce que pourquoi les notaires? Bah oui, les notaires, il y a des choses à dire. Quand on faisait, alors, il y a eu des ratés aussi magnifiques, commerçants qu'on a invités, qui a voulu venir tout seul. Bon, bah évidemment, il a gagné le match. Hein, quand on vient tout seul, un contre tous, on gagne le match. Mais sinon, moi, j'ai été intéressé. Il y avait aussi des émissions littéraires, une fois par mois, tout l'été. Vous savez, il y avait des émissions littéraires et philo. Et mais c'était, en fait, ça ne se voyait pas à l'antenne, mais quelquefois derrière certaines émissions, il y avait 2 journalistes, 3 journalistes qui travaillaient 3 ou 4 mois d'affilée pour préparer l'émission. Voilà, donc comme Jacques Médecin d'ailleurs, dont on a fait un livre après. Mais vous voyez, c'était quand même une émission extrêmement travaillée, où il y avait... et les dossiers étaient bêta, hein, les patrons qui nous disaient qu'ils payaient très très bien leurs salariés, pas moins de, je vous dis n'importe quoi, de 2000 francs, sauf qu'on avait un de leurs salariés et sa fiche de paye à 500. Ils étaient bêta Vous aviez fait l'enquête? Oui, on faisait les enquêtes, voilà. On était béton et Michel, il travaillait comme un dingue. Et nous, on croyait toujours qu'on allait être interdit à chaque émission. Ça a fini par arriver. Ça a fini par arriver. Mais parce que, curieusement, pratiquement sur toutes les émissions, d'une certaine manière, on tombait sur le financement des partis. Que ce soit les jardiniers qui devaient, pour travailler, filer l'enveloppe, etc. Il y avait quasiment toujours ce problème de financement des partis. Ce qui était quand même assez tombé, voilà, à part vraiment les littéraires, non, mais enfin bon, voilà. Quoi. Ça, c'était passionnant. Donc ça a été une période passionnante, avec une liberté totale que, évidemment, j'ai jamais retrouvée. Après, j'ai fait d'autres émissions à la télé. Libre-échange, hein, il y a eu Libre-échange, il y a eu Chassé-croisé, une émission formidable sur TV5, où il y avait 4 personnes, et c'était présenté en alternance par Bernard Langlois et Pollack. Et puis, je ne sais plus, moi, j'ai fait un film, j'ai fait un livre, des documentaires. Et puis Ciné, oui. qui est mort en 2016. C'est ça. Un tout petit peu après, avec Cavana. Voilà, alors voilà. Ça, c'est la première de Ciné Mensuel quand on reprend. Parce qu'on avait quand vous reprenez après la mort. Hein, non. Ah oui, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est ça, pardon. Ça, c'est le premier après. Voilà. Oui.
Et ça, c'est quel numéro? Attendez, excusez-moi, je suis perdu. Oui, bon, bah, Juin 2016, oui, c'est ça. novembre C'est donc 2012. ces numéros qu'on fait après voilà, parce que Bob Ciné m'avait demandé 3 choses, dont continuer le journal. C'était un de ses vœux. Je lui avais dit, t'es sûr? Il m'a dit, j'en suis sûr, tu vas y arriver. Et comment vous faites pour être patronne de journal? Alors, patronne d'un journal satirique et pas toute jeune, je crois que c'est unique, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et donc, justement, au départ, je ne suis pas dessinatrice. Donc, les dessinateurs, ils préféraient travailler avec un dessinateur comme Ciné qu'avec moi, ça c'est clair. Donc, il y a eu un petit peu de... Mais l'équipe était formidable et voilà, quoi. On avait passé... On a commencé en 2008, donc presque 8 ans ensemble à faire ce journal. On n'avait jamais travaillé ensemble, hein, parce que lui, quand il venait à Droit de Réponse dessiner, moi, je ne m'occupais pas des dessinateurs, parce que c'était mes potes et mon mari. Et donc, l'équipe est formidable, elle a continué, personne n'est parti, tout le monde est resté là. Je dois dire, a été extrêmement sympa avec moi. Et puis les dessinateurs, il y en a quelques-uns qui ont râlé. Et Bob m'avait dit, s'il y en a un qui râle, tu lui dis que il dégage. Bon, je ne l'ai pas dit. Et donc ça avait été créé après cette affaire de Charlie. 2008, hein, quand il y avait eu le procès qu'il avait gagné Oui, d'un procès qui... contre Val, qu'il avait accusé d'antisémitisme. Non, il a été... Oui, enfin, c'était même plus grave que ça. C'était vraiment le parquet, tout ça, qui poursuivait. Puis, bon, il a été là. Et ensuite, il a gagné contre Charlie pour des indemnités, parce qu'il avait été viré du jour au lendemain. Sans autre... voilà, enfin, avec un procès. Voilà. On continue à parler de ciné, mais je voudrais vous montrer, on l'avait reçu dans l'émission, et on demande à chacun des invités de l'émission, quel est l'objet qui vous prolonge, et regardez, à l'époque, ce qu'avait Bob. C'est un truc qui ne me quitte pas. Et alors, parlez-nous de cette... pourquoi est-ce que je vous le demande de le présenter tout de suite? C'est parce qu'a priori, Ciné, on ne s'attend pas à ce qu'il nous apporte Jésus sur sa croix. Ben, c'est au 2e degré. Hein. J'entends. Mais en plus, c'est de l'art contemporain aussi. Et puis, je crois que un jour, avec ma fille, on s'était dit, à chaque vacances passées, on ramènera le truc le plus quiche, le plus naze, le plus minable. Donc, comme j'allais souvent à Lourdes ou à... Enfin, souvent, c'est beaucoup dire. Mais et Notre-Dame de Fatima ou au Mont-Saint-Michel, dans ces endroits comme ça, où des trésors, on trouve dans toutes les boutiques, même au Sacré-Cœur, quoi. Et dès que c'était très, très laid, j'en achetais un. Et ça, c'est l'un des plus beaux spécimens que j'ai ramené. C'est pas du tout pour Monsieur Jésus-Christ qui est dessus, que je connaissais même pas le personnage avant de l'acheter. On me l'a dit après, oh ben c'est Jésus que tu te trimbales. Mais en fait, pour moi, c'est une superbe sculpture, quoi. Oui, c'est vrai. Avec Stéphane, il avait fait ce pari et ça a duré des années. Moi, je passais mon temps à les planquer parce que c'était vrai, parce qu'il les mettait partout en plus. Et donc j'ai dit non, ça c'est pas possible. Et celui-là, il est encore dans le bureau de Bob. Je lis Ciné, ça m'énerve grave. On est en mai 2016, quelques jours avant qu'il disparaisse. Hein. Depuis quelque temps, vous avez dû remarquer que je ne nageais pas dans une joie de vivre dionysiaque, ni dans un optimisme à tout craint, ce qui est pourtant mon penchant habituel. Je ne pense depuis quelque temps qu'à ma disparition prochaine, sinon imminente, et sans la mort qui rôde et fouine sans arrêt autour de moi comme un cochon truffier. Mon moral d'habitude d'acier ressemble le plus souvent maintenant à du mou de veau. Et puis, à la fin de cette lettre, voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire cette semaine, mais je suis bien content de vous l'avoir dit. Et banzai malgré tout, PS, puisqu'une fois évacuée, la flotte continue d'envahir mon poumon. Après maints revirements et changements de cap, l'opération est finalement programmée pour aujourd'hui, mercredi. Allez à Jacques Taest, comme dirait ce connard de César, je n'emmène pas trop large, je vous l'avoue, et je serre les fesses comme un pressoir à olive pour évacuer le stress. Il y a là toute la dimension d'écriture, toute la dimension acide, hein, de Ciné dans sa vision du monde. Pour vous, comment est-ce qu'on reprend ça? Comment est-ce qu'on maintient cet esprit-là? En fait, disons que on pensait quand même, on avait quand même pas mal de pensées en commun. On a eu des désaccords, mais enfin, en gros, on pensait quand même. Le journal, on l'a fait toujours à deux. Hein.
Et comment on maintient cet esprit? Ben, écoutez, parce que je pense qu'on n'est pas resté 50 ans ensemble sans avoir un tout petit peu le sale mauvais esprit que nous avions. Et le côté justement satirique, c'est-à-dire que, par exemple, vous voyez, Ciné, lui, le dessin, pour lui, ça devait être un coup de poing, sans parole. Et d'ailleurs, c'est très étonnant parce que vous avez quelques livres de lui qui sont traduits en 15 langues, japonais, parce que c'est sans parole, justement. Et il disait, moi, dans ma vie, j'ai fait, allez, il exagère un peu, 10 bons dessins, et c'est tout. Tout le reste, c'est pas bien. Et il disait, c'est quand même dommage de ne pas y arriver plus. Et à un certain stade, il a dit, bon, j'arrive plus jamais à faire un grand dessin de ma vie. Et il s'est mis à écrire. Et donc, il a fait ces fameuses enfin, il écrivait dans les journaux. Et il a aussi écrit ses mémoires, qui ont duré, ça lui a pris 6 ans quand même. Que vous avez avec vous d'ailleurs. Voilà, c'est le petit objet que je vous ai amené, qui ont été d'abord publiés en série. Ça en fait... Et qui ont été republiés. C'est une des 3 choses qu'il m'a demandé à sa maman, de faire republier ça par Pajac, parce que, voilà, il était fier de ça. Et ça a été entièrement colorisé. Enfin, pour moi, c'est une merveille. Je l'ai vu écrire au jour le jour, recherché partout. Et ça, c'est quoi? C'était pour se marrer. Ils avaient fait des photos avec des copains comme s'ils allaient en prison, quoi. Voilà. Puis il y a beaucoup de photos aussi de Bourda. C'est l'esprit. Comment est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à la... On parlait tout à l'heure de forme de censure. On sent aujourd'hui que les gens ont beaucoup de mal à être spontanés dans l'humour, dans la critique. Qu'est-ce qui, pour vous, a changé? Pour vous qui avez vu évoluer ces choses. Mais j'ai vu l'autocensure se grandir. Et puis voilà, quoi. Donc les gens... J'ai pas fait exprès, j'ai pas... il parlait beaucoup de sexualité. Pas toujours... il aurait des problèmes maintenant avec les féministes. Probablement. Mais oui, c'était quelqu'un qui était très, très attaché au sexe, on va dire. Donc, il travaillait, il faisait tous ces petits dessins, écrit à la main. Je ne sais pas si vous voyez le boulot que c'est, parce qu'il faut que ça tombe pile, sinon on recommence tout. Et donc, vous me posiez aussi tout à l'heure la question de... Puis vous verrez à la fin, il y a des lettres magnifiques de Genet, de plein de Prévert. Enfin, un hommage absolu à Prévert. Oui, Prévert, c'était son pote. Ils ont fait des... Sa femme... téléphoné à la femme de Ciné de l'époque, il lui disait, il paraît que mon mari est chez toi, tu peux lui dire de rentrer. Il disait, ben non, il n'est pas chez moi, il était dans les tranquilles à Montmartre. Et il s'envoyait beaucoup de lettres, de collages. Prévert envoyait des idées de dessin, Bob, que Bob trouvait très mauvaises et qu'il ne faisait pas. Enfin, vous voyez. Et alors, vous me demandiez comment on garde ça. Mais attendez, vous avez vu un peu les alors voilà, ça c'est le dernier. Et dans le dernier, vous êtes allé rechercher dans différentes villes, dans différents endroits, pour différents métiers. Vous êtes allé chercher ceux qui étaient les gilets jaunes. C'est une... Oui, il y a ça, ceux qui étaient les gilets jaunes ou pas d'ailleurs, ceux qui sont en révolte, parce que je pense que les gilets jaunes se sont transformés actuellement c'est la France qui est en colère, quoi. Enfin, la retraite, le 49.3, tout ce qui se passe, c'est juste les avocats, les infirmières, tout le monde était dans la rue, quoi. Donc il y a un moment, et c'est vrai que en plus, ce qui me choquait moi, enfin, me choquait. Si, ils font ce qu'ils veulent, mais enfin au moins ils pourront annoncer d'où ils viennent. Je veux dire, quand on parle de quelque part. Or, la moitié de ceux qui se présentent au municipal sont sans étiquette, paraît-il. C'est une vaste plaisanterie. Ouais. Donc, voilà, quoi. Donc, on se moque un petit peu d'eux. Puis, enfin, je ne sais pas si vous avez vu, on a des signatures dans le journal d'entre Delfeuille de Thon, à l'évêque, Alonso, Constance, Charline Vanhoenacker, Guillaume Meurice, Berroyer. Et puis, alors, il y a une autre particularité dans ce journal, c'est qu'il y a quelques journalistes, bien sûr, mais il y a des scientifiques, des économistes, des gens qui ont des métiers et qui savent de quoi ils parlent et qui viennent tous les mois en rédaction et qui écrivent dans le journal. Je veux dire, c'est pas ceux qui écrivent le plus mal.
Et donc, et c'est curieux parce que ça fait un mélange, un monde où, une fois tous les mois, on a une réunion de rédaction, et on se croirait vraiment ça vole très très haut, quoi. Alors, il y a Martine Laval qui, chez nous, fait la critique littéraire, qui nous parle du prochain bouquin dont elle va parler. Voilà, il y a une équipe qui s'aime bien, qui s'admire. Oui, je crois. Là, je ne crois pas qu'il y ait des beaucoup qui s'engueulent. Mais par contre, ils peuvent s'engueuler s'ils ne sont pas d'accord. Hein. Mais qui sont aussi, bon, allez, on le dit, hein, à gauche, voire très à gauche, très à d'art. Voilà. Et moi, mon boulot, c'est. Vous voyez, par exemple, Gueuluc, je vois là en face. Et on a gardé un dessin de ciné. Regardez, ça, c'est des dessins qui ont été faits il y a 30-40 ans, qu'on met maintenant et qui sont parfaitement à la mode. Et Je préfère ne pas savoir de quoi je vais accoucher en mars. Ouais. Et Gueuluc, quand on a commencé Ciné Hebdo, Bob l'a appelé, lui a dit bon, il dit tu veux quand même pas que je fasse le chat. Et il lui a répondu bah non, tu vas faire autre chose, tu vas être méchant. Et voilà. Et alors le grand truc qui moi me plaît énormément et plaisait aussi beaucoup à Bob, c'est vous voyez des dessinateurs comme LB sont inconnus, ils étaient inconnus au bataillon, ils ont envoyé un dessin sur courrier des lecteurs. Et on en a quelques-uns comme ça. Qui arrivent. Et moi, je suis toujours à la recherche de la petite... vous voyez. Et là, il a mis Procès Fillon, je mets celui à 5000 ou celui à 7000, demande-t-il devant son armoire. On sait que des costumes lui ont été offerts par des amis sincères. Donc on se moque, on demande à personne d'être gentil. Hein. On assume. On assume, après tout, nous, on n'a personne qui va venir nous taper sur les doigts. Hein. Vous tirez à combien d'exemplaires ? On tire à 45 000 exemplaires. Ouais. Et c'est stable et c'est suffisant pour... Non, parce que c'est un journal qui coûte cher, parce que le papier est beau, parce que voilà, il y a une mise en page, etc. Donc alors depuis, on a fait des appels à dons, tout simplement, qui rentrent bien, parce qu'il y a vraiment un public de fans. Voilà. Et donc, ils envoient de l'argent. Et là, je me suis dit, oh là là, on passe de 5,50 à 6,50, ça va être chaud. On n'a pas perdu un lecteur. Et ça, je dois dire que j'étais très étonné. Et puis, il y a eu aussi l'aventure Ciné Madame, qui a très bien marché au début, et qui, du jour au lendemain, boum. Oui. Pourquoi ? Non, mais franchement, j'en sais rien. Parce que c'est parti du feu de Dieu. C'est parti du feu de Dieu. Ça a marché du feu de Dieu sur 4 numéros. Et au 5e numéro, poum, 2 tiers de moins. Alors, c'est vrai que c'était les vacances, etc. Je ne me l'explique pas. Je ne comprends pas. Et alors, en plus, ça, ce qui était très drôle, parce que nous, on a souvent un stand dans les manifs, il y avait beaucoup d'hommes qui lisaient Ciné Madame. Et d'ailleurs, on parlait d'eux beaucoup. Et ceux qui ont le plus rouspété que ce soit fini, ce sont les hommes. Donc, parce qu'il paraît qu'ils apprenaient beaucoup de choses. Quels sont aujourd'hui les principaux dossiers, selon vous, à traiter, y compris par l'humour ? Est-ce que sont les gilets jaunes ? Est-ce que c'est les violences policières ? Est-ce qu'il y a des choses dont vous vous dites aujourd'hui, ça non ? Notamment quand vous comparez avec Charlie Hebdo ou avec d'autres presses satiriques. Ça non, écoutez, je veux dire, moi je trouve que se moquer des petits, des pauvres, etc., je ne suis pas d'accord. Voilà. Enfin, si on peut quand même se marrer un petit peu, mais quand même, le dessin, nous on fait du dessin de presse, du dessin politique. Et le dessin politique, ça veut dire quelque chose. Et donc, oui, c'est facile de se moquer d'un clochard, c'est facile de... Vous voyez, dans tout le débat sur MeToo, etc., vous vous rendez compte, les dessinateurs hommes, alors là, ça y allait, là, je leur ai dit, écoutez, vous êtes mignons, mais vous pouvez un peu comprendre ce qui se passe, là, en ce moment. Mais, franchement... on est dans un tel moment de catastrophe pour moi, que entre le 49.3, les gilets jaunes et tout ce qui s'est ensuivi, les grévistes, le 440 qui s'écroule, la pollution, le climat. Oups, je suis obligé de m'accrocher à cette phrase, l'utopie n'est pas ce qui n'est pas irréalisable, elle est juste irréalisée.
Parce que sinon, effectivement, je me fais du souci pour mes enfants. Pour le prochain, pour le numéro d'avril, Oui. Celui-là, hein, je le répète, en même temps, on ne sait même pas s'il est. À l'heure où on enregistre, on ne sait pas si les élections vont avoir lieu. Mais Bah oui, on est bien embêtés. mais effectivement, c'est assez juste parce que il se trouve qu'on est mercredi 10, mercredi 11, on est 11 mars, et justement, il y a le canard enchaîné du jour qui a listé le nombre de gens de LREM qui ne mettent pas leur étiquette politique en se Ouais, ils présentant. sont tous sans étiquette, dis donc. C'est Ouais, vrai ils sont que- tous sans étiquette, c'est fou, quoi. Ouvrez l'œil. La Ouais. République des glands, Ouais, bon. Journée internationale des droits des femmes. Oui. C'était les augmentations salariales, non le nombre de bouquets de fleurs virtuels reçus pour le 8 mars. Ah, ça, c'est Willis de Tunis. Ça, c'est aussi alors, c'est une fille fantastique qui lutte, qui est sortie, qui a été connue au moment de la révolution, enfin la révolution tunisienne, et qui est vraiment formidable. Elle décide, elle écrit, elle est extraordinaire. Et puis aussi l'arrêt du premier réacteur à Fessenheim. Depuis qu'on n'entend plus le breu du réacteur, on entend mieux le psst des fuites radioactives. Ça m'a fait beaucoup rire. Bon. Qu'est-ce que vous êtes interdit de montrer une fois ou pas? Il n'y a jamais eu d'interdit? Enfin, pas un interdit, mais un... Alors, attendez, moi j'ai un intérêt. Est-ce que vous êtes empêché une fois? Oui, je me suis empêché, non pas une fois, tout le temps. Mais c'est pas avec le dessinateur. J'en ai marre qu'il fasse sans arrêt des sexes masculins, ça va, comme maintenant on les appelle les grivoires, ou des. Enfin, vous voyez, je veux dire, tout ne part pas de la quéquette. Voilà. Donc, quand c'est possible, quand ils envoient 25 dessins, parce que chaque numéro, on reçoit à peu près 200 dessins pour 2 pages d'actualité. Donc il y a trop de bites. Oui, il y a trop de bites. Voilà, il y a trop de bites ou de nichons ou de cul, hein, parce que ça, ils sont. Oui, voilà. Alors, voilà. Bon, bah, de temps en temps, on en laisse passer un, mais là, oui, bon, allez. Mais de temps en temps, mais pas systématiquement. Si vous voulez, on a même fait une énorme en couverture une fois, mais ça avait un sens. Mais sinon, si c'est juste la bite pour la bite ou le cul pour le cul. C'est Maya Mazorette, la chroniqueuse sexe du Monde, qui va être contente. Elle fait un essai il y a pas longtemps notamment sur le thème, dites, mais le trou, ça n'existe pas. Regardez l'origine du monde, il n'y a pas de trou. Donc si les femmes se disent qu'il n'y a pas de trou, quelque chose peut changer du rapport à l'autre. Et puis Maya Mazorette qui explique, je pense qu'on va la recevoir bientôt, mais qui explique justement que la pénétration et la bite n'est pas tout. Dans une relation sexuelle bien... Oui, parce que quand même, ce que beaucoup d'hommes ont apparemment appris, je ne sais pas, mais c'est que, disons que les femmes, avec leur clitoris qui fait quand même 12 cm, bah, c'était le seul instrument du plaisir. On est la seule personne au monde, animaux tout compris, qui ont un truc destiné juste au plaisir. Voilà, messieurs. Cool. Hein? Voilà. Alors l'objet qui vous prolonge, ce sont les mémoires de ciné. Hein. Voilà. Bah, écoutez, franchement, les objets, ma maison est pleine d'objets. Tout le monde arrive en disant il y en a partout, il y en a partout. Je me suis aperçu que les objets, je m'en fous, quoi. Et ça, en fait, je suis contente parce que je vous dis, il m'avait demandé 3 choses si avant de mourir. Ça, le journal, la 3e, c'est en cours. Et donc, je suis très fière de ça. Je suis contente. Voilà. Donc, je me suis dit, après tout. Et puis, de toute façon, comme j'adore les livres, j'adore, puis je l'ai vu écrire cette chose. Vous voyez, ça, c'est la couverture, là, ce sont ses parents qui étaient. Voilà, lui, il était ferronnier, et justement, la guerre, il l'a faite. Et elle était les petites épiceries buvettes qu'il y avait. Et puis c'est bien, c'est gros, et ça rejoint. Et on rigole. Ça rigole, et ça rejoint Marcus Malt. C'est un combat contre l'immédiateté contemporaine. Lisez de gros livres. Oui. Voilà. Qu'avez-vous entendu de votre voisine, Marcus Malt? J'ai entendu ce qu'elle avait un peu annoncé au début, une vie riche, plutôt comment on dit, militante. Voilà, moi je ne savais pas que c'était vous qui aviez produit
comment ça s'appelle, l'émission de Polac, Droit de réponse. Droit de réponse, tout ça. Donc, moi, ça reste une des émissions. J'étais jeune pourtant à l'époque, hein, mais effectivement, ça reste une Emblématique. Voilà, emblématique et marquante. Donc bravo. Effectivement, je pense, moi, à mon avis, je pense pas qu'on pourra, en tout cas pas pour l'instant, retrouver ce genre de ton et de liberté et d'émission. Heureusement, il n'y a que des résistances ici ou là. Hein, Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais Pourquoi pas, c'est j'espère. dur de résister parce qu'il y a le retour du bateau qui peut toujours vous arriver. D'ailleurs, quand on fait son propre journal, comme ça, on est tranquille. Hein. Il n'y a que les sous qui peuvent nous arrêter. Madame, monsieur, merci. Lisez Ciné mensuel. Lisez Où les ai-je mis? Ils sont là. Lisez Toutes affaires cessantes, disais-je tout à l'heure, Marcus Malt. Merci à tous les deux, c'était un plaisir. Fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. La peine de mort n'a toujours pas été abolie, notamment aux États-Unis. Et il y a toujours surpopulation dans les prisons françaises. Et a priori, on excise encore parfois dans certains pays et on infibule également. On vient d'en parler. À la prochaine fois. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu.